J'espère au mieux, une meilleure prise en considération, au mieux. C'est aussi pour inciter les gens à venir dans la rue? C'est aussi pour inciter les gens à venir dans la rue? Oui. Oui. Inciter les gens à résister. Oui, un mouvement de résistance, oui. Nous, on lui dit bas les masques. Bas les masques. Nous, professionnels de la santé d'horizons divers, bouleversés et en colère, décidons de nous lever et de crier bas les masques. Aujourd'hui, nous lançons un appel à construire un mouvement. Ils ont tiré la sonnette d'alarme, mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté. On est saturé, on est débordé, on est en pénurie. Avec la crise sanitaire actuelle, je travaille surtout en EHPAD. On manque de personnel, on n'a pas de matériel adéquat pour gérer les isolements. C'est très dur pour tous de porter l'idée que, comme nous n'avons pas été équipés correctement, il est bien possible qu'en allant soigner, on a peut-être contaminé des dizaines et des dizaines de patients. Il faudrait des tests et puis aussi des masques, des masques et des charlottes et des surblouses et tous ces trucs que vous n'avez pas pensé utile de stocker avant. Aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Vos masques ne sont jamais arrivés. La véritable solidarité qu'on a vu apparaître dans notre hôpital et ailleurs, c'est une solidarité populaire qui s'est levée, qui a fructifié et qui nous permet actuellement de tenir le coup. Maintenant, il va falloir aller plus loin. Partout nous retrouver, nous organiser pour qu'ils rendent des comptes. L'après risque d'être comme, voire pire que l'avant. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je faisais, si je regardais, mais l'argent, il y en a. Les responsables de cette crise sanitaire, et de celles qui viendront peut-être, ce sont surtout les gouvernements qui s'enchaînent depuis des années et qui tous mettent en place des réformes qui détruisent notre système de santé. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. On a besoin au moins de 100 000 soignants dans les hôpitaux et de 300 000 soignants dans les EHPAD. On a besoin de revalorisation de salaire. Les salaires des infirmiers et des aides-soignants, c'est payé une misère, c'est une honte. On ne veut plus de gestionnaires, de financiers à la tête des fonctions publiques. Ça suffit la santé marchande. Non, la santé n'est pas une marchandise. On veut un changement de la gouvernance de l'hôpital. Voilà le plan de l'hôpital qu'on veut. J'appelle tout le monde, dès que possible, à sortir dans la rue, à les virer, à rien leur pardonner. Nous nous laissons plus faire. Je demande à tous les soignants et à tous les professionnels de santé et tous ceux qui avons été traités de rien et qui font vivre le pays aujourd'hui de nous rejoindre. Les conséquences de votre mauvaise gestion et la politique indécente que vous menez sont visibles dès à présent. Alors bas les masques. Arrêtez de mentir. Bas les masques. Venez témoigner, venez parler, venez dire ce qui vous arrive. Rejoignez-nous sur les réseaux, bas les masques et dans la rue dès que possible. Soyez avec nous, soutenez-nous et n'hésitez pas à mettre des pancartes aussi à vos balcons pour dire combien on en a marre et combien vous nous soutenez et qu'on sera là dehors après. Castaner veut nous faire peur, mais on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour nos gilets jaunes tombés, pour nos gilets jaunes blessés, et pour tous les condamnés, nous on est là. Vous cherchez un média de proximité, un média proche du citoyen, qu'il soit en plus neutre et indépendant. Alors dites oui à Droit Citoyen, car ce qui nous intéresse chez Droit Citoyen, c'est de vous redonner la parole. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.
Bienvenue sur Droit Citoyen, nous sommes en direct aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes sur la page Facebook droitcitoyen.info pour l'émission qui redonne la parole aux Gilets jaunes. Parole du Gilet jaune avec du monde ce soir. Alors on va pas voir tout le monde à l'écran parce qu'il y a des petits soucis techniques du côté de Paris, mais en tout cas il y a Nicolas Farkas avec moi ce soir. Bonsoir Nicolas. Salut Vincent. Et il y a également Pili Atika. Pili Candy. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir tout le monde. Ça va, merci, et vous? Alors on va pas te voir, mais on va t'entendre. Et puis il y a Inda. Voilà, le retour de Inda. Bonsoir Inda. Bonsoir tout le monde. Ça va? Bonsoir. Ça va. Ouais. Quelques petits problèmes de connexion. Ouais, mais ça va. c'est pas grave. Ça, on a l'habitude. C'est pas un problème, d'autant plus qu'on est en direct. En tout cas, bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook Live, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parce que il faut comprendre que on a vite compris qu'avec Facebook, le mot gilet jaune fait l'objet d'une limitation d'audience. Donc, si vous partagez pas cette vidéo, tu parles de tes aventures de cet après-midi, Vincent. Ouais, mais bon, pour nos auditeurs. on reviendra d'ici quelques instants parce que je voulais déclarer mon amour au PDG, enfin au directeur général de Facebook France. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, comme la semaine dernière, on va parler justement des gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait après? Donc, on va commencer par Inda en direct de Paris-Île-de-France. Ah, l'image est gelée. Bon, on va passer à Nicolas. Ouais, parce que ouais. Inda, on a vu un peu l'image. Bon, je pense qu'elle va revenir un peu comme tout à l'heure. C'est les joies de la connexion, plus ou moins bonnes. En tout cas, c'était clair. Hein, je sais plus sur sa vidéo quand on la voit pas, c'est marqué "Je sauve des vies, je vire ce gouvernement". Je veux pas parler à sa place. Elle va revenir. Elle pourra nous en dire plus. Mais voilà, l'idée c'est de faire un peu comme la semaine dernière, qu'on ait une première partie d'émission où on essaye de dire qu'est-ce que c'est qu'être gilet jaune en temps de confinement, bon, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Voilà, et puis peut-être on peut commencer. Ah bah voilà Inda qui est de retour. Peut-être on peut commencer par cette vidéo. Je sais pas si tu as pu la voir, ça correspond à une vidéo que tu as vue ou pas. Qu'est-ce que tu penses de cet appel? Et puis plus globalement, qu'est-ce que c'est être gilet jaune en temps de confinement pour toi? J'ai parlé quand on t'avait perdu de ton petit flag qui était assez clair. Hein, je sauve des vies, je vire ce gouvernement, mais tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Oui, effectivement, et c'est très bien parce qu'il y en a de plus en plus aussi qui prennent ce petit flag en guise de banderole, on va dire, de profil. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que le mouvement des Gilets jaunes a évolué vers un mouvement dit du peuple, compte tenu du fait qu'avec cette crise sanitaire, aujourd'hui, ça n'est plus un combat pour les fins de mois, c'est un combat pour la survie, voire carrément la survie de l'humanité, hein, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de zones d'ombre. Là, vous avez encore une autre pandémie, entre guillemets, qui voit peut-être le jour et ça concernerait les enfants. Donc, c'est assez inquiétant. Aujourd'hui, on se rend compte que si demain on se soulève, ce sera bien au-delà d'aller chercher un bout de baguette. Ce sera véritablement aller chercher de quoi se protéger de façon médicale. Quand vous voyez que ça se passe mal, les décisions qui sont prises sont absolument dignes d'une incompétence sans nom. Donc oui, il est temps de virer ce gouvernement et ce système gouvernemental pour sauver nos vies. En même temps, pour les gilets jaunes, c'est pas vraiment nouveau. Ça, je veux dire, l'ampleur change parce que toi sur le. Pour les. Vas-y. Oui, non, ça, pour nous, c'est pas nouveau, effectivement, parce qu'au début, on est sorti, effectivement, pour la hausse du carburant et la hausse du coût de la vie, en règle générale, du fait que tout augmente et les salaires non, que il y a aussi la destruction de tous nos services publics alors qu'on y tient, de tous nos acquis qui sont aussi tirés vers le bas. Donc, effectivement, on peut, au fur et à mesure des mois qui sont passés, nos revendications s'allonger au fur et à mesure de leurs décisions. Jusqu'à en venir à une conclusion, je pense, unanime et qui va vers l'unanimité nationalement parlant, qui est de virer ce gouvernement et le système gouvernemental et se le réapproprier de façon démocratique. Oui, ça le relie aux revendications de Gilets jaunes qui étaient déjà très rapidement en fait. Hein. Le RIC c'est venu au bout de combien? 2 semaines, 3 semaines? Oui, c'est venu assez rapidement, le RIC, par certains groupes de Gilets jaunes, parce qu'on savait très bien qu'au final, les revendications, surtout les premiers actes où on a été extrêmement nombreux, l'acte 3 qui est assez mémorable, où on a pensé qu'il avait véritablement plié, mais il a juste donné des miettes. Et là, je pense très certainement que la population et le mouvement des Gilets jaunes s'est rendu compte qu'on n'allait pas gagner comme ça, quoi.
Voilà. À ce moment-là déjà, tu Donc crois? il fallait véritablement repenser. Ah oui, je pense qu'on a bien compris qu'à ce moment-là, même s'il a donné des petites miettes, c'est 100 balles, c'est 100 Ah, balles plus et tard, en ça, mars tu veux en dire, chez nous, ouais, en et décembre. que, En décembre, bel et bien c'était ça. subterfuge. En décembre, c'était ça, parce qu'il a vu que ça persistait, que au-delà de l'acte 3, ce qui s'est passé à l'Étoile, ils étaient quand même bien conscients de la grogne qui montait des quatre coins de la nation. Il ne faut pas oublier l'outre-mer. L'outre-mer s'est bien embrasé aussi. Donc ça, il ne faut pas les oublier. Donc lui, il a pris peur. Le gouvernement a réellement pris peur. Donc il nous a dégainé ses 100 balles. Quelques-uns sont rentrés chez eux. Quelques semaines plus tard, on a compris que c'était juste un subterfuge. Hein. Il a retiré des aides sociales pour balancer de l'autre côté, ce qu'ils font comme à chaque fois. Hein. C'est une façon pour eux de détruire nos acquis sociaux de toute façon et après dire ah bah oui mais c'est le déficit, c'est la faillite, il faut qu'on ferme tout ça et qu'on mutualise. Ils sont déjà en train de nous faire le coup là. Au bout d'un moment, c'est ça et c'est en train de s'amplifier. On a perdu Inda. Candy, pendant ce temps-là, est-ce que tu es toujours avec nous? Un CDI qui était en train de jouer avec nos nerfs. Certes, il fallait pas lâcher la pression. Il fallait pas lâcher la pression de notre côté. Mais le mouvement a quand même été infiltré par pas mal de groupes, on va dire, politiques, etc. Donc, ce qui a freiné un peu les choses par moment. Et jusqu'à arriver à la conclusion finale qui était de rendre le pouvoir au peuple, tout simplement. La répression, ça a joué quand même aussi, hein. Plus que l'enfumage, j'aurais dit moi. Mais je sais pas ce que t'en penses. Ça a fait peur aux gens, ça a fait fuir du monde, la violence de la répression. La violence de la répression. Ah, la répression policière. C'est un facteur important aussi, non? Oui, oui. Effectivement, les gens qui sont sortis majoritairement sont des gens qui se sont dit on est là pour manifester dans le pacifisme absolu, mais ils ne se sont pas imaginés un seul instant avoir comme réponse une répression policière hors norme, violente, allant jusqu'à mutiler des gens, se retrouver face à eux avec une police armée jusqu'aux dents d'armement qualifié carrément d'armement de guerre, hein, parce que jeter une des encerclantes qui contient du TNT, moi je vois ça que sur des champs de guerre, quoi. Et alors que nous sortions juste manifester de façon constitutionnelle. Oui, parce qu'à Paris, justement. Des éborgnés, des mutilés, des gardes à vue abusives, des personnes qui sont arrêtées aussi, qui sont en prison de façon abusive, ce qu'on appelle aujourd'hui des prisonniers politiques, c'est le cas. Parce que quand on est dans un pays des droits de l'homme, on a le droit de se lever, de contester toute décision de ses gouvernants. Sinon, ça n'est plus une démocratie. Ah ben il y a la liberté d'expression, ouais, en premier lieu, mais ça on voit bien que ça pose problème souvent. Alors je voulais juste préciser avant de vous laisser la parole, si vous voulez bien, préciser que nous sommes en direct. Ça veut dire pour toi. Et qu'il y a des gens qui nous laissent des messages sur la page Facebook droitcitoyen.info, donc n'hésitez pas à nous laisser des messages, on va essayer de les lire au fur et à mesure, Nicolas. Ah, alors. Pendant le confinement et le gilet jaune, je pense que c'est aussi la solidarité, la fraternité, c'est être là les uns pour les autres. On a quand même passé 17 mois dans la rue, tous autant que nous sommes. Des liens se sont créés, des rapprochements aussi se sont créés, que ce soit de ville en ville, de quartier en quartier, de région en région, jusqu'en outre-mer. Donc on prend des nouvelles des uns des autres, on se soutient comme on peut malgré le confinement. Si on peut effectivement aider à mettre en relation certaines personnes qui sont proches géographiquement pour pouvoir s'entraider parce que l'un n'a plus d'argent ou ne peut pas se nourrir ou ne peut pas aller, a peur d'aller faire ses courses, donc on s'organise de façon effectivement à être solidaire et disponible pour ces personnes, contribuer à certaines maraudes aussi parce qu'il y a beaucoup de démunis qui sont dans la rue, personne. L'État ne s'en occupe pas, voilà, il faut dire ce qui est. C'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut être individualiste et nombriliste, il faut aussi savoir partager son bout de pain, être là pour ces personnes parce qu'on est aussi sorti pour le droit de ces personnes-là. Donc c'est pas parce qu'on est confiné, je sais pas, quand vous faites vos courses et qu'on rentre de nos courses, vous déposez un petit paquet de lait, un paquet de riz, des yaourts, des bonbons, même des bonbons, des chocolats, à des associations de maraudes, etc. Il y a des points qui se sont organisés de façon spontanée. Donc, être gilet jaune, c'est ça aussi, c'est toujours être actif pour l'entraide et la solidarité et être là les uns pour les autres. Après, sur les réseaux sociaux, moi, personnellement, Facebook m'adore. Je suis tout le temps censurée. Ouais.
Ça commence à se généraliser, ça. Hein. Alors je rassure Inda parce que nous aussi. 4 mois qui prendra fin le 14 mai. Là, je viens juste de retrouver une certaine, on va dire, activité sur ma page personnelle, pardon, à 18h parce qu'ils m'ont bloqué depuis mardi, parce que je voulais partager un article émanant des Royaume-Uni concernant l'inquiétude et l'alerte qui a été donnée par rapport aux enfants et le Kawasaki. Eh ben, j'ai été punie immédiatement. Donc, ce qui m'a un peu turlupiné parce que j'ai trouvé ça incohérent dans le fait que cette information, à la veille de l'allocution du Premier ministre, était importante à diffuser. Si effectivement les Royaumes-Unis commençaient à tirer une alarme concernant un virus qui se développait par rapport aux enfants, il était important que les Français la prennent et surtout le gouvernement qui ne vienne pas insister et pousser sur le fait que les enfants devront reprendre l'école alors qu'il y a quelque chose qui est en train de proliférer et dont on n'a aucune explication quant à savoir si le Covid-19 a favorisé l'apparition du Kawasaki. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Kawasaki existe depuis les années 2000, mais il y a des questions qui subsistent sur le fait est-ce que le Covid-19 n'aurait pas favorisé l'apparition du Kawasaki et vice-versa. Actuellement, vous avez énormément de chercheurs spécialisés en pédiatrie qui sont en train de se poser sur la question en France, en Italie, en Belgique, en Angleterre et en Allemagne. Alors certes, il n'y a pas de quoi, enfin ils disent qu'il ne faut pas s'alarmer, mais les indices qui sont donnés actuellement sont quand même alarmants parce que là, j'ai eu un audio tout à l'heure d'une personne qui travaille dans le corps hospitalier de Necker. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Alors, ce qu'on fait, nous, souvent, à Droit Citoyen avec Vincent, mais je vois qu'il vient de partir, mais on essaye de relativiser souvent. Toi, t'es pas trop sur cette option. C'est-à-dire que le Covid-19, pour l'instant, il fait moins de morts mondialement qu'une petite grippe mondiale. C'est quand même grave. Si tu veux, ça tue beaucoup de gens dans les EHPAD, etc. Toi, t'as l'air plus alarmé, en fait, et plus, je peux pas dire alarmiste, mais ouais. Non, je suis pas alarmiste. Je suis réaliste en fonction des analyses que je me fais, des informations que l'on collecte au travers du monde, pas uniquement en France, parce que ils ne nous disent pas tout. Certes, si on doit comparer les chiffres de mortalité d'une année à l'autre, il y a pas l'air d'être alarmiste, c'est vrai. Mais il y a une chose. Ce que disait Raoult, par exemple, sur le sujet ou pas? J'ai vu ce qu'a dit Raoult. Mais moi, ce qui m'alarme, ce qui m'alarme véritablement, c'est qu'une grippe saisonnière qui d'ordinaire fait le même chiffre de morts, mais avec en ciblant une population plus faible, on va dire c'est le cycle de la vie, d'accord? C'est la sélection naturelle qui veut ça. Ouais, sélection naturelle, il y a quand même déjà des vieux qui sont maltraités en EHPAD depuis des années quand même. Hein, je veux dire, hein, la grippe elle tue aussi pour ça, quoi. Hein. Ouais. D'accord, mais là on parle de maladie. Là, je parle pas de violence volontaire. Donc maintenant, moi, quand je vois un virus comme le Covid-19, dont on nous parle de certaines séquences à l'intérieur, donc qui laisse à penser qu'éventuellement il aurait été créé et non naturel, qui prolifère de façon mondiale d'un pays à l'autre, peu importe le climat, qui au départ on disait oui touchait absolument que les personnes âgées, mais il s'est avéré que ça a touché aussi les personnes à pathologie. Maintenant, on se retrouve avec des enfants, des personnes d'une quarantaine d'années, d'une trentaine d'années, que ça touche tout le monde et n'importe qui. Les chiffres. La moyenne d'âge des morts, c'est quand même 85 ans. Hein. Globalement, statistiquement, il y a quelques exemples de personnes plus jeunes, mais ça arrive toujours. Mais D'accord, mais basé sur quel chiffre? Basé sur quel chiffre, Nicolas? Excuse-moi, ils sont basés sur quel chiffre officiel? Leurs chiffres officiels? Ceux qu'ils ont commencé à comptabiliser. Les chiffres italiens, les chiffres, tous les chiffres italiens, les chiffres de Raoult, ce qui a été produit comme chiffre des Chinois, tout se recoupe. Si tu veux. Oui, mais les Chinois, dernièrement, il y a quelques semaines, les Chinois ont dit qu'ils ont revu à la hausse comment dire, oui, leur chiffre officiel. On s'en doute un peu, ça. Voilà, parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes sont mortes chez elles, et compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'analyse de fait, ils ne peuvent pas les classer dans les chiffres officiels du Covid-19. C'est un peu aussi ce qui se passe en France. Hein. Les chiffres de Raoult sont très rassurants, si tu veux. Par exemple, hein, sur ce qui se passe à Marseille. Rassurant par rapport à son traitement, effectivement, c'est très rassurant. Et justement, j'aimerais en dire un mot là-dessus parce que lui
a quand même fait un pied de nez au gouvernement et peut-être au lobbyiste pharmaceutique parce qu'il leur a mis une belle douille, dans le sens où lui, il est apparu tout de suite avec un traitement qui ne coûte pas cher et qui répond tout de suite à la pandémie, à savoir que dès que vous avez une suspicion de Covid-19 avérée par un test, etc., qu'il faut traiter immédiatement et pas attendre d'être, on va dire, en phase terminale, entre guillemets, pour pouvoir justement avoir plus d'efficacité pour arriver à la guérison. De l'autre côté, vous avez le ministre de la Santé, là récemment, qui a fait une allocution, au lendemain, je crois, de l'allocution de Macron, je crois qu'il a fait un décret disant que la chloroquine ne serait, prescrite qu'en milieu hospitalier, mais que en ville, votre médecin ne vous prescrira pas la chloroquine, mais va nous prescrire un médicament qui coûte 800 Oui, je me rappelle, euros on avait suivi ça à Droit Citoyen. Ouais. Après, Raoult, il avait un plan com. Raoult, il avait un plan com, il a des experts médias derrière. Enfin, c'est pas un lapin de 6 semaines. Mais par contre, sur les intérêts pharmaceutiques qu'il y a derrière, ça c'est. Moi, j'ai vu passer par Juan Branco notamment, qui a sorti les chiffres de ce que touchaient les experts qu'on nous présentait comme neutres à la télé. En fait, ils étaient payés par les grands laboratoires. Donc voilà. Il y a des choses qui sont des enjeux de pognon. Tout est une question de fric. Tout est une question de fric. Encore une fois, aujourd'hui, on est quand même face à quelque chose qui touche l'humain, la santé humaine, et ça risque aussi, je pense, de changer notre vie au quotidien pour un bon moment. Une façon aussi de vivre dans la société de façon. Ça va changer le code effectivement social. Il y aura plus. On va être un peu dans cette crainte en retournant au travail ou en faisant des courses ou même à la rentrée quand on va remettre nos enfants à l'école. Bon, moi personnellement, je vais pas les envoyer le 11. Je préfère attendre de voir ce qui va se passer parce que il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Ça n'est pas normal. Est-ce que ça sert pas vraiment le gouvernement, cette peur-là, si tu veux? Moi, je me questionne beaucoup sur cette peur. Je vais chercher vraiment à relativiser tout le temps au maximum, parce que c'est tellement évident que ça sert le système, si tu veux, quoi, et pas nous. Oui, ça sert le système dans le sens où effectivement, ils ont réussi à étouffer la révolte. Il faut le dire clairement. Ouais. Ça, on est d'accord là-dessus, c'est vrai. Mais à un moment donné, on est humain, on est des parents, et la priorité, c'est nos enfants. Enfin, moi, je parle en mon nom et pour moi-même. Est-ce qu'ils jouent pas sur ça, justement? Ils jouent pas sur ça, sur notre humanité comme faiblesse. Ça serait horrible, si tu veux, en tout cas sur nos peurs, quoi. Mais complètement. Moi, je pense qu'il vaut mieux avancer pas à pas et être sûr de ce que l'on fait que de se jeter dans la gueule du loup immédiatement. Là, on vient d'essuyer plus de 2 mois de confinement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se faire de bonnes conclusions. Moi, par mesure de précaution, personnellement parlant, et comme je ne fais absolument pas confiance à ce gouvernement, je préfère garder mes enfants à la maison et leur faire cours à la maison parce que j'ai aussi la possibilité de le faire. Et j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à le faire. Et quand la révolution sortira et se mettra en place, je serai dehors. Oui, j'imagine bien, j'avais pas trop de doute. Ouais. J'avais pas trop de doute. Ouais. C'est sûr. Ok. Candy, t'es toujours avec nous? Toujours avec vous, j'écoutais. Et là, je voulais juste conclure qu'en fait, que Macron, il nous a fait reculer, mais pour mieux sauter, en fait. On est d'accord. Il en a fait rentrer des gilets jaunes. Il a fait abandonner aussi beaucoup de gilets jaunes. Mais vu les 2 derniers mois, ce qui s'est passé, il a énervé beaucoup de gens qui deviennent gilets jaunes ou pas. Ils sont très en colère et il y aura pas que les gilets jaunes dehors. Je pense que il y aura déjà les soignants. Elle en a marre de se faire entuber chaque jour qui passe. Elle en a marre de se faire rouler dans la farine et il est temps de se réveiller puis d'aller mettre un bon coup de pied dans la fourmilière là-haut et puis prendre leur place. Et c'est à nous le peuple et c'est nous le pouvoir en fait. Voilà. Mais ça, on est bien d'accord. Ça c'est, on est bien dans l'émission Parole de Gilets jaunes. Ah bah, c'est le but de cette émission. Qu'est-ce que tu as observé, toi, sur les réseaux sociaux? Parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais peut-être tu as des choses à dire par rapport à la semaine dernière. Je disais, c'est assez mitigé. Il y a eu la période là où il a balancé la petite carotte de 150 €. Ouais. Où ça a divisé un petit peu les gilets jaunes, mais ils ont vite repris leurs esprits et ils ont bien compris que c'était que pour diviser. Et je pense que quand l'heure aura sonné, ça sera l'heure de passer à la caisse pour notre cher Macron. Et je pense que l'addition, ça va lui faire mal en fait.
Et, J'espère, en tout d'ailleurs, cas, ouais. et d'ailleurs, il s'y prépare puisqu'il a déjà commandé tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il faut pour nous accueillir, les LBD, grenades et tout ce qui va avec. Or que ce guignol, il est même pas foutu de livrer des masques à des infirmières, quoi. Voilà. Donc, il a mérité sa punition, lui aussi. Il y a des choses qui se passent, toi, un peu, toujours, gilet jaune, ce que tu vois sur Synthé, ce que tu vois des réseaux sociaux. Vu le confinement, donc ça a un peu de mal à bouger, mais il y a des choses qui se passent. Donc soit pour la sortie, hein, bien sûr, et dans la vie de tous les jours pour le confinement, il y a des actions indépendantes de certains gilets jaunes individuellement vont faire des maraudes. Après, il y a des associations qui s'en occupent aussi. Il y a des petites choses qui se mettent en place, mais voilà, par les citoyens et pas par les mairies et encore moins par l'État. Il y a quelque chose de rassurant, c'est que la solidarité, elle est encore là, et je pense que les Gilets jaunes ont réveillé aussi beaucoup l'empathie des gens. Là, sur ce qui se prépare, au-delà de l'empathie. Au-delà de l'empathie, ce qu'on a su surtout remettre au goût du jour, c'est la fraternité. Moi, je vois énormément de personnes s'organiser autour de liens fraternels, une solidarité sans nom, sans plus regarder ni la couleur, ni l'origine, ni le vêtement. Parce qu'on s'est tous rendu compte que finalement, face à c'est là où justement, même s'ils ont utilisé ce virus pour nous faire peur, ça a aussi été utile à rapprocher les cœurs, à être vraiment solidaire et fraternel. Voilà, et ça a réveillé aussi certaines consciences aussi de gens qui étaient beaucoup moins impliqués dans le mouvement ou dans la communauté, quoi. Ça réveille beaucoup de gens. Ils se sentent manipulés, il y a beaucoup de colère. Il est 21h48, vous êtes toujours sur Droit Citoyen. Je vais juste contre le gouvernement, reprendre la main. Une colère de tout ce qui se passe, les injustices aussi policières, parce que là on est en plein dedans. Mais dans des pays on distribue des masques et chez nous on nous donne des amendes. Allons comprendre. Donc voilà, les amendes elles pleuvent à tout va pour n'importe quelle raison. Tort ou pas, c'est pareil, 135 balles à payer, or qu'on nous enlève notre droit de liberté, c'est un peu chaud quand même à gober le truc. Sachant que cette maladie, elle est là certainement, mais elle fait déjà beaucoup moins de morts que la grippe à temps normal. Nicolas, tu m'entends ? Ça fera moins de morts que la récession économique gouvernée par ces tarés, en fait. Hein. Je veux dire, le chômage, ça fait 15 000 morts par an depuis 40 ans, avec moins 10% dans l'économie, si c'est géré par eux, mais on va doubler le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En France, on est à 2 millions. Moi, si jamais on n'arrive pas à les dégager dans les 2 ans, on a doublé le chiffre, je suis plus sûr. T'es gentil, toi, 2 ans, mais ça va pas, non, il faut les dégager avant la rentrée. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut les dégager vite. Et je te dis, si jamais on n'y arrive pas, ça va être grave pour tout un tas de gens, en fait. Oui, on est d'accord. Ouais. Oh là là. Ah non, mais 2 ans, j'aurais plus de cheveux, moi, d'ici là. Oui, mais il y a urgence, on est bien d'accord. Est-ce que vous m'entendez ? Ça y est, on t'entend. Parfait. On n'entendait pas jusqu'à maintenant. Ouais, en fait, j'ai un problème de connexion, mais c'est pas grave. En tout cas, je voulais rappeler juste à ceux qui nous suivent en direct sur Facebook Live que Droit Citoyen, c'est un média. Alors moi, j'aime pas le terme média indépendant. On est un média qui redonne la parole aux gilets jaunes, notamment. Et on redonne la parole aux citoyens et citoyennes. Ça, c'est la ligne éditoriale de Droit Citoyen, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande, mais qu'est-ce que c'est Droit Citoyen? Parce que forcément, les gens ne connaissent pas forcément Droit Citoyen. Droit Citoyen, c'est un projet étudiant qui a été mis en place en 2017 avec des étudiants de Lyon 2 en communication juridique, sociologie, psychologique et autres. Et ce projet n'a pas pu être mis en place en 2018 parce que on est arrivé au même moment que les Gilets jaunes. Donc on n'était pas structuré au niveau technique et autres. Donc on a remis le projet à plus tard. On l'a lancé donc le 4 novembre 2019 à la veille de l'anniversaire des Gilets jaunes. Voilà. En tout cas, le projet date de 2017, mais on n'a pas eu le temps techniquement de le mettre en place en novembre 2018. Mais la web radio existait à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'était pour préciser à ceux qui nous suivent sur la page Facebook. Plus, Vincent. Ouais. Mais c'est normal. C'est pas grave.
Ça y est, on l'a perdu. Ouais, on a perdu Vincent. Et c'est chacun son tour. La semaine dernière, c'était toi, Candy, et puis cette semaine, c'est Vincent. Ouais. Et du coup, Candy, quoi, peut-être sur l'appel de les masques, tu l'avais vu cette vidéo, tu l'avais repartagée, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, j'en pense pas grand-chose. Ben, j'espère que. Non, vas-y, Franco, si tu penses que c'est pas terrible, hein, ouais. Ouais, c'est pas terrible. Okay. Voilà. Après, je vais le suivre, voilà, parce que c'est Gilets jaunes, mais c'est de pas savoir d'où ça tombe, de qui c'est, tout ça. Enfin, voilà. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est un appel de soignants, hein. C'est un appel de soignants voilà. qui est relayé. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée a priori. En tant que Gilets jaunes, nous, on a vu pleuvoir des appels à tout va, des appels insensés et qui faisaient prendre des risques à des gens. Et en tant que Gilets jaunes et puis avoir évolué sur les manifs et suivi beaucoup d'appels, il faut rester quand même méfiant au premier appel qu'on voit. Il faut bien fouiller, savoir qui c'est, comment, pourquoi. Parce que voilà, on est là pour défendre des convictions et on n'est pas là pour aller faire les guignols pour des couillons, quoi. Alors justement, comment on fait pour différencier les vrais appels des faux appels? Bah, je pense que c'est ce que Candy disait un peu. Vas-y, Candy, ouais. En général, ceux qui lancent les appels, c'est des gens très impliqués dans le mouvement. Donc, même s'ils sont pas connus au même titre que Flyrider ou tous ces guignols, il y a des gens simples comme Inda et dont les gens Gilets jaunes de Paris et d'ailleurs connaissent cette personne parce que elle est impliquée dans le mouvement. Elle est là les week-ends pour les manifestations, mais elle est aussi dans l'action la semaine parce que les Gilets jaunes, c'est pas que des manifestations. Il y a des actions, il y a beaucoup de choses. Il y a une organisation, il y a tout ce qu'il faut pour que un mouvement avance. Au début, c'était chaotique parce que nous, on est simples citoyens. On s'est jamais dit qu'on allait faire Gilets jaunes et que ça allait durer aussi longtemps. Donc, c'est chaotique parce qu'on savait pas comment prendre le bébé. On a fait des erreurs. Je pense que ces erreurs, on a tous retenu des leçons et que parfois, au lieu d'aller suivre des gens qui sont bien connus, autant suivre ceux qui sont sur le terrain, les vrais gilets jaunes, ceux qui s'impliquent la semaine et pas que dans les vidéos 10 minutes le samedi. Alors, est-ce qu'il y a des groupes officiels de gilets jaunes sur lesquels on est sûr d'avoir des informations cohérentes? En principe, oui. Toutes les villes ont un groupe officiel Gilets jaunes et les Gilets jaunes, ceux qui sont dans le mouvement depuis longtemps le savent. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse de la publicité parce que déjà les 3/4 c'est des groupes privés et qu'on a pas mal de censure sur Facebook, donc on va peut-être pas les dévoiler tous les noms tout de suite. Mais les gilets jaunes très impliqués savent où sont et quand il y a des nouveaux gilets jaunes, ils sont souvent pris en charge par les autres gilets jaunes. Alors, moi j'ai une question assez importante parce qu'on en discute souvent en off avec Nicolas et Candy et certainement on a peut-être évoqué avec Inda. Est-ce que en général les gilets jaunes appellent à de la violence dans les rassemblements? C'est par rapport aux faux messages qui circulent sur les groupes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, là, aujourd'hui, avec le déconfinement, demandent à une certaine révolte. Ils ont du mal à confondre un peu une révolution républicaine avec une révolution, celle de 1789. Les Gilets jaunes, est-ce qu'ils demandent à une violence Il faut pas confondre détermination et violence, mais je vais laisser répondre Inda et... Déjà, la violence, tout est relatif avec ce mot. Violence, ça dépend. Est-ce que c'est répondre par la violence pour se défendre face à une violence que l'on subit, déjà d'une parce que les gilets jaunes, en règle générale, quand on est sorti, c'était certainement pas pour se manger des coups de matraque et perdre un œil ou un bras ou perdre même sa dignité, parce que quand vous vivez une garde à vue où on vous maltraite, où vous subissez des palpations qui sont absolument pas déontologiques et qu'on vous traite de tous les noms. C'est vrai que Inda, elle a eu sa première garde à vue à Lille. Ouais, j'ai eu ma première garde à vue à Lille à 44 piges, ça fait. Je me souviens. On n'avait pas de nouvelles de Inda pendant le week-end. Ouais. J'ai eu ma première garde à vue à 44 ans dans les Gilets jaunes aussi. Ah du coup, il y a un âge pour les Gilets jaunes, c'est 44 ans, du coup. Ouais. 44 piges, voilà. Donc en dessous de 44 ans, vous risquez pas grand-chose au niveau des gardes à vue, c'est plus 44 ans apparemment.
Voilà, c'est ça. Bon. Et a priori, ni l'une Donc, ni l'autre, vous n'aviez tué personne. Hein. Vous n'avez pas été violente. Non, pas du tout. Non. On sort manifester, on se retrouve en garde à vue. Vous êtes molesté, vous êtes bon. Ceci dit, moi, je suis restée droite dans mes bottes. Je leur ai pas donné l'occasion non plus ni de me matraquer ni quoi que ce soit parce que c'est ce qu'ils attendaient. Je suis restée telle que vous me connaissez, droite dans mes bottes, les yeux dans les yeux, à parler d'une voix tranquille, mais leur montrant aussi que je connaissais mes droits, parce que c'est très important de montrer à cette force adverse qu'on n'est pas des personnes illettrées, on connaît nos droits, et bien souvent ça les décontenance, mais complètement. Donc, quand on parle de violence, moi je dis, quelle violence? Parlez-moi de la véritable violence, celle que vivent non pas que les Gilets jaunes, ça reste des citoyens, des papas, des mamans, des grands-parents, des personnes à mobilité réduite, des gens de quartier, des gens de province, des travailleurs, des enseignants, des infirmiers, ça reste, monsieur, 15 000 morts par an depuis 40 ans à cause du chômage. Si c'est pas violent, ça. Voilà, parlez-moi de la vraie violence. Pour moi, la violence, genre casser une vitrine ou une poubelle qui crame, pour moi, ça, c'est du pipi de chat. Je suis désolée. Oui. Condoléances aux familles des vitrines, moi j'aime beaucoup ce slogan. Voilà, c'est ça. Donc moi je préfère encore 1000 fois plus voir une poubelle cramée que de voir un type perdre un œil parce qu'il a osé sortir et dire stop, je veux vivre dignement. Elle est là, la véritable violence. La violence, c'est celle que l'État nous fait vivre. C'est celle que toute cette classe politique nous fait vivre depuis plus de 40 ans. Nous pousser au chômage, nous pousser à mendier, nous pousser à donner nos enfants dans un système auquel on n'a absolument pas confiance parce qu'on réduit notre qualité de vie et qu'on se sent obligé pour sauver nos enfants de les remettre à un système qui ne nous convient pas non plus. Le système social, l'ASE et tout ça. Elle est là, la véritable violence. Elle est là, cette violence d'État qui détruit des familles entières, qui détruit l'avenir de tous. Alors, vous voulez parler de violence? Parlez-moi de celle que l'on subit, mais pas celle que l'on voit lors de manifestations où ça pourrait être dégénéreux. Et à la limite, j'ai envie de dire, ça dégénère. Depuis que les manifestations existent, il n'y a jamais eu de manifestation, en France, je veux dire, il n'y a jamais eu de manifestation où ça se passait bien. Il y a toujours une poubelle qui crame. Sachant qu'on oublie très vite la loi El Khomri, les manifs à Paris qui étaient beaucoup violentes. Et ça allait jusqu'au cocktail Molotov envers les CRS. Bien sûr, dans l'histoire des manifestations en France, il y a toujours eu un peu de violence, quoi qu'il en soit, parce que les gens sont poussés à bout, que ce soit dans leur quotidien. Et aujourd'hui, on a remarqué une autre forme, c'est la répression policière qui n'avait pas lieu avant. À peine vous êtes réunis dans une déclaration, tout de suite on est cintré, tout de suite on est titillé, tout de suite on est maltraité, intimidé, insulté. Au bout d'un moment, on craque nos strings. Il y en a, ils pètent les plombs. C'est tout. Alors justement, il y a des messages qui arrivent sur le Facebook Live pour ceux qui nous suivent sur la web radio. Donc il y a beaucoup de gens qui évoquent justement les matraquages non justifiés. Alors moi, j'ai jamais été trop dans les manifestations du Gilet jaune au contact des forces de l'ordre. En tant que média, on évite cela parce qu'on a beaucoup de... nous, on fonctionne beaucoup avec des stagiaires en journalisme. Donc comment vous vivez ça de l'intérieur? Est-ce que vous vivez pas ça comme une injustice? Parce que justement, on parle de violence sociale, de violence... se faire matraquer, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs, comment vous vivez ça à ce moment-là? C'est une injustice? Comment C'est au-delà d'un sentiment d'injustice, c'est se sentir comme moins que rien, c'est l'expression sur le terrain de ce que pense de nous l'État. Comment l'État, lui, laisse faire ça déjà au bout de 17 ça coupe. Ça a frisé, peut-être Candy, toi sur la violence, t'as des choses à dire aussi, non? Eh ben c'est inadmissible déjà. Accepte-t-il que la police exigeait, voilà, c'est inadmissible. On se sent comme moins que rien. Moi, j'ai été matraquée, effectivement. Non, mais vas-y Candy, parce qu'on va attendre que ça se restabilise la connexion de Hilda. Ouais. Déjà, il y a le premier. Ceux qui aiment bien. Hilda, ça coupe beaucoup, peut-être le temps que ça se restabilise. Hilda, on va peut-être faire parler Candy un peu. Mais déjà, il y a le premier choc de se faire. Il y a déjà le premier choc de se faire frapper par la police. Déjà, il y a ce. Oui. Il y a ce choc-là. Tu t'en rappelles, toi? Tu t'en rappelles de ton choc, Candy? Quand est-ce que ça t'a frappé?
Ça m'a frappé. Moi, c'était lors d'une fouille. J'étais complètement choquée parce que déjà, ils suivaient pas les lois. J'ai été fouillée par un homme et hyper humiliant. J'étais qu'une merde, en fait. J'étais qu'une merde, en gros, c'était ça. Des insultes. Et comme elle dit Inda, à un moment ou à un autre, on reste un être humain. Et à un moment où on a envie de claquer des tronches, c'est obligé. Et là, je parle que d'insultes. Ils usent de leurs droits, ils violentent les gens, ils les humilient. À un moment ou à un autre, la population, c'est obligé qu'elle se rebelle. Et j'ai envie de dire... c'est même ça, ouais. On dit souvent que la violence appelle à la violence. Au départ, de toute façon, même maintenant, il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont pacifistes, mais il y a beaucoup de gilets jaunes qui refusent de se laisser faire. C'est trop. Moi, je me rappelle des premières manifs, je sais pas toutes les deux, mais moi, je me rappelle des premières manifs. J'avais déjà des habitudes de manif. Et tous les gens qui étaient déjà allés en manif, il y avait des gilets jaunes qui étaient jamais allés en manif, la plupart, et ils disaient les flics avec nous. Nous, ça nous paraissait dingue. Bon, alors ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais sur les 2 premiers actes, il y avait encore cette envie de dire mais on est tous le peuple, venez avec nous les flics. Bon, après on a compris qu'ils n'avaient pas trop prévu d'être de notre côté. Ce qui s'est passé au départ, c'est que au départ, on avait les ronds-points aussi. Et la police, les gendarmes, en tout cas sur Saint-Étienne, je sais pas sur d'autres villes, mais en tout cas sur Saint-Étienne, la police et les gendarmes passaient au rond-point régulièrement, discuter avec les gilets jaunes. C'était assez cordial. Vous n'avez pas eu les instructions encore d'en haut du ministère. Voilà. Tu vois, ça, c'est, et je pense que Macron, sur le coup, a dû penser que ça allait s'essouffler au bout du mois. Et puis à la sortie, ça a duré bien plus longtemps. Il a commencé un petit peu à s'agacer. Donc, il a commencé à rentrer. Et là, ça a commencé à se dégénérer. On se rappelle tout ce qui s'est passé au mois de décembre sur Saint-Étienne. À Saint-Étienne, avant le mois de décembre, il n'y avait pas de violence. Et je me rappelle quand même qu'à Centre 2, au bout de la 3e manif, on s'était fait gazer comme des chiens et on n'était qu'à la 3e manifestation. Donc, il n'y avait pas encore, il y avait quand même des flashballs parce que je me rappelle d'avoir fait des vidéos. Il y avait les flashballs déjà à la 3e manif sur Saint-Étienne. Les autres villes, je ne sais pas, mais en tout cas, Saint-Étienne, ça se passait comme ça. La violence, elle est venue très vite en fait. Toi, Inda, tu as observé la même chose de ton côté? Ah oui, complètement. On va dire les 2 premières manifestations sur les Champs-Élysées, les gens venaient, ça venait de toutes parts. Je m'en rappelle, moi je venais toute seule au départ, donc on se croisait dans la rue. Ça va, est-ce que je peux marcher avec vous? Il n'y a pas de souci. Ça se passait très très bien. La police souriait. La fouille, c'était une fouille sur 10. Oui, allez-y, je vous en prie, c'était cordial. C'était voilà. La police parlait aussi avec les manifestants. Et effectivement, tout de suite après, à partir du 3e acte, on a remarqué immédiatement un changement de ton. Voilà. C'est vraiment des instructions d'État en fait, quoi. On a compris que les instructions avaient complètement changé, mais complètement. Et oui, l'apparition des flashballs sont arrivés vers l'acte 3, ouais. L'acte 3, 4, ça a commencé véritablement à flashballer. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais pas loin de Fiona, la jeune fille là, qui s'était pris le flashball dans l'œil. J'étais à 500 mètres d'elle, j'étais pas loin, hein, ça aurait très bien pu être moi, alors que je marchais sur le trottoir, je m'en rappellerai toute ma vie, on était sur le trottoir, je la voyais bien debout à côté de son amie, devant la devanture du café, et on regardait de l'autre côté en fait de l'avenue. C'est vrai que ça s'embrase un peu, et en fait le flashball, on sait même pas d'où il est venu, alors que nous de notre côté, J'en profite également pour ceux qui nous écoutent que n'hésitez pas à partager cette vidéo. Nous sommes en direct sur Droit Citoyen, droitcitoyen.info pour la page Facebook. Merci et on reprend avec Inda. Pardon. Non, ça avait coupé. J'en avais profité, Inda. Côté-ci, oui, il n'y a pas de... D'accord, donc je vais mettre debout. Ah bah ça recoupe. Ouais, ça recoupe. Ça va revenir bientôt. Voilà, pour revenir en attendant qu'elle revienne, la violence. De ce côté-là de l'avenue, on avait absolument. Ouh, ça recoupe. La technologie moderne. Ça coupe. Ouais. Ça recoupe. Là, c'est bon? Là, c'est bon, ouais.
Je me déplace. Vas-y. Ah. Bouge plus, attention, gare à la crampe, là ça marche. Là, je bouge plus, là. Allez. Non, donc voilà, effectivement, je rejoins complètement Pili ce qu'elle dit. Au début, c'était bon enfant. Oui, on demandait à la police de nous rejoindre parce qu'elle était correcte sur le terrain. Ils étaient, citoyens. Voilà, on ne voyait plus l'armement, l'uniforme, mais après les premières exactions, c'était fini. Hein. Oh. Et puis il y avait surtout que au départ, les gendarmes surtout, plus les gendarmes que la police, allaient dans le même discours que les gilets jaunes. Ils trouvaient qu'on avait raison d'être dans la rue. Ils jouaient sur leur droit de parole et tout. Donc ils disaient qu'ils pouvaient pas se prononcer par rapport à leur métier, chose que je comprends très bien. Ils sont pas rentrés dans la police pour castagner des gilets jaunes de toute façon. Mais au départ, les discours rejoignaient ceux des gilets jaunes. Donc on avait des échanges. Ils allaient dans notre sens aussi, malgré qu'ils venaient pas aux manifestations avec nous, mais au départ c'était ça, et très vite le ton a changé parce que de toute façon Macron, il sait très bien que si on a toute la population dehors, c'est plus difficile à gérer que ils ont eu peur, comme le rappelait Inda tout à l'heure, hein, sur l'acte 3 ils ont vraiment flippé. Hein. Ils ont eu peur et même si au début du mouvement, je pense que les flics auraient pu nous rejoindre dans leur ensemble, hein, quand je dis flics, je parle de tous les membres de force de l'ordre, auraient pu nous rejoindre si on avait été des millions. Beaucoup qu'on a croisés en manifestation, avec qui on discute en manifestation. Il y a beaucoup de manifestants qui ont eu ce même retour, que ce soit CRS, gendarmes ou quoi que ce soit. Beaucoup disaient, mais on attend que vous meniez la révolution. On attend que vous soyez des millions. Vous pensez que c'est encore possible, Inda, Candy, vous pensez que c'est encore possible? Si jamais on sort à des millions en fin de confinement, est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre ou est-ce que, vu le passif avec les gilets jaunes, on s'est tellement frotté que c'est mort? La police rejoint les... Moi, pour ma part, comme on dit, ni oubli, ni pardon. Ils s'écarteront. Bien sûr, parce qu'ils savent qu'ils ont fait trop de mal. Voilà. Il y a eu des blessés, mais pas que dans les gilets jaunes. On se souvient du petit jeune à Lyon qui a été blessé en allant chercher des croissants ou je sais plus trop quoi. Au réveil, il faisait pas partie de la manifestation, ils lui ont détruit la mâchoire. Et ce pauvre gamin, il allait juste chercher son petit déjeuner quand même. Je crois que c'était ça l'histoire. Il y a aussi un gamin à Strasbourg qui a perdu la mâchoire. Il sortait de Décathlon. Voilà, je parle pas de ces gens qui ont été blessés soit par des flashballs ou des grenades, des trucs comme ça, mais aussi il y a la violence judiciaire. Il y a des gens qui se sont fait arrêter pour de très grosses raisons, crimes en bande organisée et tout. Or que c'est des simples citoyens, des parents. Ils ont défendu une cause, ils se sont organisés et ils ont fait tout ce que Macron a demandé, parce qu'il faut pas oublier que c'est Macron qui a demandé une organisation pour le grand débat. Oh, bien sûr. Voilà, donc les Gilets jaunes, ils ont fait une organisation et cette organisation, elle a servi juste à inculper les Gilets jaunes plus profondément, parce que une bande organisée, ça rapporte plus à l'État qu'une personne jugée individuellement, de toute façon. Donc Macron, la seule chose qui lui fait peur, c'est le rassemblement. Et si on est tous dehors, c'est le soulèvement. Voilà. Et clairement. Mais au début, le soulèvement des Gilets jaunes, il était apprécié des médias, puisqu'on voyait beaucoup les médias dans les manifestations, notamment BFM TV, pour pas les citer. Et c'est là où il y a eu un moment où il y a eu un peu plus de violence à l'encontre des manifestants, que les médias se sont retirés et BFM n'a fait que du sensationnel, en discréditant justement les Gilets jaunes dans les manifestations, en ne montrant que les violences. Et pas en allant auprès des gens recueillir justement ce que nous, on fait dans les manifestations, puisque pour ceux qui ne nous connaissent pas, on les invite à regarder nos directs qu'on fait, puisque bien entendu les vidéos sont en replay sur la page Facebook droitcitoyen.info. Regardez comment doit faire un média. Nous, quand on fait des manifestations, on fait de A à B pendant le cortège. On va voir les gens en direct. On coupe personne, on leur donne le micro. Les gens, ils s'expriment pendant le temps qu'ils veulent. Voilà, ça c'est le travail d'un média. Sauf que BFM, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent les violences à l'encontre des CRS et vice-versa, et puis ils invitent sur leur plateau télévision des experts en insurrection, donc des représentants des délégués syndicaux de syndicats de police, et en fait ça tourne au vinaigre assez rapidement, puisque le but du manif,
c'est d'évoquer justement une colère, des révoltes. Et là, c'est plus le fait des médias qui relaient justement pourquoi les gens sont venus justement contester. Après, je veux juste rajouter un truc. BFM aussi, il montre beaucoup d'images de violence. Ce qui montre pas, en fait, c'est juste avant la violence, ce qui s'est passé. Nos chers policiers ou nos chers CRS qui sont là, soi-disant, pour nous défendre, nous matraquer avec leurs matraques, nous caillasser. Tout ça, ils le montrent pas, en fait, BFM. Quand BFM, il compte 20 personnes sur une manifestation, or qu'ils sont 20 000 voire 30 000. BFM, c'est un journal. BFM et tous ces journaux-là, c'est des journaux qui sont payés pour dire un certain truc et ils le font très bien. Et de nous montrer une belle image des gilets jaunes, c'est pas dans leur intérêt parce qu'ils savent très bien que les gilets jaunes ils sont bien plus nombreux qu'ils veulent le prétendre et c'est pas dans l'intérêt de montrer quelque chose qui pourrait faire le bazar plus qu'il en est déjà. C'est là que justement les médias dits indépendants ont un rôle assez important parce qu'il y a de plus en plus de médias qui se créent justement de la suite des Gilets jaunes et qui vont justement relayer l'information. Ils vont dans les manifs et il y a ce que d'autres appellent des médias alternatifs. Pour moi, un média est un média du moment qui justement diffuse la parole des gens. Et donc c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe sur Facebook, notamment. Il y a beaucoup de lives. Et puis il y a beaucoup de réactions des gens qui sont dans les manifs, et là c'est très intéressant. N'allez pas chercher justement, on le dit souvent, n'allez pas chercher le sensationnel sur BFM et autres, n'allez pas regarder des images de violence entre CRS et manifestants, c'est pas là où se déroule le cœur de la manifestation en fait. Nicolas ? Ouais, moi peut-être sur ce que disait, moi j'ai évidemment que ni oubli ni pardon si tu veux, mais je trouvais que c'était intéressant de se poser la question de savoir si c'était possible. Et j'ai envie de rebondir sur ce que disait Inda, c'est que peut-être ils se mettront de côté. C'est-à-dire que je sais pas dans quelle mesure, comment vous le ressentez toutes les deux, mais ils se sentent merdeux quand même. Les applaudissements, moi je trouve ça. Je trouve ça pathétique et en même temps c'est bien que ça se produise, mais il y a quand même beaucoup de flics qui ont senti le besoin de se filmer en allant applaudir les soignants. Oui, moi je les défends, Nicolas. Oui, je sais que tu les défends, mais nous on est gilets jaunes, on les défend. Oui, mais moi je dis qu'il faut pas confondre le maintien d'ordre en manifestation qui est fait par des CRS et ceux qui au quotidien sont police secours qui portent assistance à personne en danger. C'est pas la même chose. Alors, excuse-moi, je vais rebondir. Excuse-moi. Je pense qu'avant tout, il faut faire la différence entre bons flics et mauvais flics. Moi, les mauvais flics, je les appelle brebis galeuses. J'ai eu la chance, lors de mon premier passage sur un plateau télévision RT, d'être tombée avec un deuxième invité. Je savais absolument pas qu'il était là. C'était le président, je crois, président, non, je sais même plus. Bref, c'était un syndicat de police, CGT Police. Non, c'était pas Alexandre Langlois, pas du tout. C'était CGT Police. C'était le 14 juillet. Bon, j'ai pris le truc, au pied levé. J'ai débattu avec lui alors que ça n'était pas prévu. J'ai quand même pris, l'initiative de poser des questions et tout. Et j'ai été très claire. Dans la police, ils sont conscients qu'effectivement, vous avez une certaine catégorie d'officiers qui se prennent pour des cow-boys, eux-mêmes le disent, et qu'ils n'ont rien à faire dans la police, ils doivent être virés. Ça, c'est clair. Il y a aussi une partie de fonctionnaires de police qui font correctement leur travail, mais on ne les entend pas parce qu'ils sont écrasés par la machine, car s'ils ont le malheur de dénoncer un collègue qui fait mal son travail, c'est lui qui se prend un blâme. Oui, ça, il faut le savoir. Ils suicider aussi, hein. Ils finissent par se suicider. Voilà. Maintenant, moi, j'ai envie juste de dire une chose. C'est aux professionnels les chefs de ces fonctionnaires de faire le ménage. Point final. Nous, on n'oubliera pas ce qui s'est passé parce que c'est sûr, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il faut éviter de tomber dans l'amalgame. Ça, c'est certain. Maintenant, je suis navrée, ni oubli, ni pardon, parce que quand tu as un collègue qui se permet de matraquer une vieille personne, tu as le devoir d'empêcher ton collègue de le faire. Et de regarder justement ce qui se passe. Ouais. Voilà, ça y va de sa conscience, de son libre arbitre. Qu'on soit officier ou pas, on a toujours son libre arbitre. Et l'inaction d'un collègue face à un collègue qui fait le con,
je suis désolée, il est aussi complice. Est-ce que vous vous souvenez de cette image où on voyait un policier, enfin un CRS qui avait donné un coup de poing à son supérieur? Oui. Vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'il avait refusé d'exécuter un ordre. Il avait apparemment... Ouais, il y en a eu beaucoup comme ça. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a eu beaucoup comme ça qui se sont fightés entre eux. Beaucoup de CRS et de gendarmes aussi se sont fightés entre eux. En civil et en tenue également. Exactement. Et le 14 mars, là, la dernière manifestation qu'on a organisée sur Paris, qui était fabuleuse, les gendarmes, je vous cache pas que j'ai un pincement au cœur parce que ce jour-là, je pense que s'il y avait eu un peu plus de monde, on aurait pu faire basculer les choses. Parce que ce jour-là, d'innombrables escadrons de gendarmes ont pris la défense des manifestants face à la brave. On l'a vu, hein. On l'a vu. Il y avait RT qui était... Et d'autres n'ont pas filmé. Mais tout au long de la manif, les gendarmes prenaient par moment la défense des manifestants face à la brave. Dès que la brave a fait apparition avant qu'on arrive à la pause, d'ailleurs, je suis sortie de m'énerver parce que je leur demandais qu'ils fassent reculer la brave et la BAC. Ils les ont fait sortir pour susciter la colère et pour trouver une excuse pour exploser la manif ce jour-là et embarquer tout ce qu'ils voulaient embarquer. J'ai vu, moi, des gendarmes, à un moment donné, reculer, sortir leur matraque, prendre les manifestants, les mettre derrière eux, ou gueuler sur la brave en disant « c'est pas ça du maintien de l'ordre, je les ai vus de mes propres yeux ». C'est bien. Ce jour-là, si on avait eu un peu plus de monde, les gendarmes auraient été du côté du peuple. Ouais, je vais pouvoir justement donner un exemple parce que quand on a fait la dernière manif contre la réforme des retraites à Lyon, quand c'est des gendarmes qui font du maintien de l'ordre, ça se passe super bien avec eux. Il y en a même qui viennent nous demander qui on est. On leur donne des cartes de visite et quand c'est des CRS, mais voilà, on voit le changement de comportement. Je vais pas dire qu'ils sont insultants ou quoi que ce soit, ils sont quand même très fermes avec nous. Alors que les gendarmes, il y a quand même plus de facilité de communication et d'échange. Et ça, c'est notable en fait dans les manifs. Moi, j'ai vu dans les manifs et pas forcément les dernières, où souvent les gendarmes nous demandaient gentiment de partir parce qu'ils voulaient pas en arriver à nous gazer ou nous matraquer. Alors, la brave, justement, pour préciser, parce que il y a des gens comme moi qui vont pas dans ce genre de manif, la brave, c'est quoi? Ben, c'est les Stormtroopers. C'est les Star Wars, voilà, c'est des robots, c'est des clones, on prend les plus cons, comme je sais plus comment tu les appelles, voilà, on prend les cow-boys, on leur fout un casque sur la tête et on leur dit vas-y frappe. Et leur intérêt, c'est de frapper. C'est pas leur intérêt, c'est. Ah mais leur intérêt, déjà l'intérêt premier de la brave, en tout cas je parle de ceux qui sont sur Paris sous les ordres de l'allemand et je le dis à visage découvert. Il n'a pas démissionné encore ce monsieur? Parce que moi, je le sais de source sûre que la brave, par exemple, c'est l'unité préférée de monsieur l'Allemand. Parce qu'il leur donne les pleins pouvoirs. Et avec une prime en plus. Et voilà, ils ont carte blanche. Ils vous insultent, ils vous intimident, ils viennent, ils font des doigts d'honneur, ils titillent la foule, ils énervent la population pour qu'on réponde juste à leur seule présence. Et après, ils disent quoi? Ah bah oui, mais il y a eu outrage, donc on est intervenu. Mais l'outrage à la base, qui c'est qui l'a provoqué? C'est cet officier de la brave qui se permet de faire des doigts d'honneur, qui se permet de prendre sa matraque et de faire des gestes obscènes. Mais tout cela, les médias ne l'ont jamais relaté et filmé. Et c'est bien là la première expression de l'intimidation, de violence de la police. Oui, et puis les braves, il faut voir, ça rappellera sûrement des choses à pas mal de monde, mais pour ceux qui s'en rappellent pas forcément, c'est Malik Oussekine. Malik Oussekine en 86, oui. un étudiant qui est mort sous les coups de, alors ça s'appelait pas la brave à l'époque, ça s'appelait les voltigeurs. C'était des gens sur des motos avec un pilote, un bonhomme derrière avec une grosse matraque et bam, il tapait. Et d'ailleurs après l'affaire Malik Oussekine, il est mort et on a interdit jusqu'à la brave. Voilà, ça a été interdit en France de 86 à l'année dernière et ils ont trouvé comme super idée de dire ah bah ça y est, le temps Malik Oussekine est passé, les gens ont oublié, on peut recommencer à mettre des patards sur des motos pour frapper les gens. Hein, je le dis vulgairement, mais voilà. Mais c'est ça. Mais il n'y a pas d'autre mot de toute façon, c'est ça. C'est ça. Donc le mouvement des Gilets jaunes a permis quand même à ce gouvernement d'instaurer une nouvelle loi qui est la loi anti-casseurs. Et c'est grâce à cette loi anti-casseurs
Et puis ce qui s'est passé au 16 mars sur les Champs-Élysées, qu'a eu l'apparition de Monsieur Lallemand sur l'Île-de-France, et à lui on lui a donné tous les points pouvoir, comme le fait de remettre en fonction ces voltigeurs, comme on appelait avant, sous l'appellation de la Brave. Alors c'est bien d'avoir évoqué la loi anti-casseurs, parce que moi ce qui m'amuse, c'est que dans le droit français, il y a toujours une loi qui contredit une loi existante. Notamment avec la loi anti-casseurs, le port du masque est interdit dans les manifestations et dans les lieux publics. Alors que là, on va de façon obligatoire faire en sorte que les gens sortent avec des masques dans les lieux publics. Donc c'est pas un peu de l'ironie, ça? Là où il joue, je pense, sur le caractère interdit, c'est par rapport au rassemblement de manifestations autorisées par la préfecture. Bon, là-dessus, ils ont mis un clivage de toute façon, puisque rien ne sera autorisé jusqu'en septembre pour les rassemblements. Donc, mais c'est là où justement le peuple peut être plus subtil et futé. Mais après, nous sur Saint-Thé, on va laisser les groupes de gilets jaunes exprimer leur projet. Non, mais hors réseau, il faut les exprimer hors réseau. Oui. Nous, en l'occurrence, sur Saint-Thé, aucune manifestation est déclarée, et je pense que en disant ça, les Stéphanois vont me rejoindre. On s'en bat la race. On n'a jamais déclaré de manif à Saint-Thé, clairement. Mais là, ce que vous avez pu observer justement à Saint-Étienne, c'est que les derniers rassemblements qui se font le samedi place du Peuple, pour ceux qui ne savent pas, c'est que il y a quand même une acceptation, une tolérance justement de vos rassemblements. On leur laisse pas trop le choix, parce que même s'ils nous interdit, on est quand même là. On l'a toujours fait, qu'on soit 20 ou 250, les gilets jaunes, ils sont indisciplinés sur Saint-Étienne. Et ah bon? On a même été 6000 pour une de nos plus belles manifs, le carnaval, tu te rappelles? Mais on a été bien plus nombreux que ça. Quand les syndicats aussi nous ont rejoints, on était plus de 20 000 aussi. On a fait des très belles manifestations dont Ida a participé aussi. Oui, je me souviens de celle qui était partie en live, qui est remontée vers Château-Creux sur le boulevard, je sais plus comment il s'appelle, où ça avait gazé en fait là. Il y avait l'hélicoptère de la gendarmerie. Inda était ce jour-là avec nous. Oui, je me souviens. Oui, tout à fait. Je me souviens. Oui, on l'avait contacté à ce moment-là, oui. Et puis t'avais fait une vidéo, Inda, t'avais fait une vidéo qui avait ému pas mal de gilets jaunes stéphanois quand même. Hein. Ouais, et elle avait dit qu'elle avait été très bien accueillie par les Stéphanois et qu'elle voulait revenir. C'était quand on voulait. Enfin, quand vous voulez. Ouais, non, j'ai adoré. Non, c'est vrai que ça reste mon plus beau souvenir de manifestation en province. J'ai été super bien accueillie. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Pili. C'est vraiment un accueil chaleureux. On sent la solidarité, le spontané, la force. Pas de calcul, pas de truc. La seule chose que je peux retenir, c'est véritablement une détermination sans faille et solidaire. Et ça, je l'ai bien. Et peu importe qu'on soit de là-bas ou pas, il te prend par la main, viens, on laisse personne derrière et on y va, quoi. Et c'est véritablement une très belle expérience. Effectivement, grâce aux déplacements que j'ai pu avoir, que j'ai fait dans diverses manifestations en province, ça m'a laissé apprendre pas mal de choses. Parce qu'effectivement, d'une région à l'autre, les gens ne réagissent pas tous de la même façon. Les manifestations ne se déroulent pas non plus tous de la même façon. Après, effectivement, d'une ville à l'autre, tout dépend du préfet et de son laxisme. Nous, à Paris, vous avez bien compris, ils ont été nous chercher l'allemand, c'est pas pour rien. Voilà. C'est un fou furieux, lui. Voilà, donc questionner les Bordelais, ce qu'il a fait là-bas, vous allez vite comprendre. Donc quand on nous l'a ramené, on a vite compris pourquoi on nous l'avait ramené. Voilà. Donc, on était un peu obligé de passer par une déclaration pour pouvoir permettre aux gens de s'organiser en dehors d'une déclarée, s'ils veulent s'organiser en dehors d'une déclarée, ou d'avoir un point de rassemblement, faire la masse et on y allait. Voilà, parce que s'il y a le nombre et la masse, on peut facilement déborder la police et aller là où on veut après. Alors maintenant, ça va être un peu plus difficile puisqu'ils ont acheté pour quelques millions d'euros des drones. C'est pour ça que la seule et unique chose qui pourra tenir en échec, qui est totalement en échec et mat le gouvernement, c'est des millions de personnes. Tout simplement. C'est important ça, ouais. Est-ce que vous pensez pas justement, puisqu'on l'évoque et beaucoup d'hommes de gauche et de la France insoumise demandent justement une dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'après le confinement, si ça se passe très mal, il n'aura pas autre choix que de faire soit sauter le Premier ministre ou
malgré tout, de dissoudre l'Assemblée nationale? Pour moi, je pense, j'ai plus l'impression qu'il fera sauter le Premier ministre, parce qu'on le sent aussi un petit peu fatigué. Écrit, ouais. C'était à peu près sûr. Voilà, je pense que la première chose qu'il va faire, c'est faire sauter le Premier ministre, c'est le fusible. Pour apaiser justement la paix sociale? Apaiser, non, pour détourner l'attention plutôt. Stratégie alors? C'est une stratégie tout simplement, pensant que ça va peut-être désamorcer un petit peu la colère. Donc c'est détourner la cible. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, ok, d'accord, mais pour faire quoi après? Pour remettre la même? Faut pas oublier qu'il a la majorité. Ah bah non, ouais. Les 3 D, destitution de Macron, démission du gouvernement, dissolution, et après, on remonte l'alphabet et constituante. On veut une constituante, c'est ça qu'il faut. Enfin, il me semble, hein, les gilets jaunes. Ça, c'est des subterfuges. Ouais, c'est des subterfuges de ce gouvernement pour essayer de désamorcer une certaine colère qui est palpable. Parce qu'on parle des gilets jaunes depuis un moment, mais aujourd'hui, c'est plus le mouvement des gilets jaunes, c'est le mouvement du peuple qui est en colère. C'est toutes les catégories économiques, sociales et professionnelles qui jusqu'à présent n'étaient peut-être pas touchées, mais maintenant ils vont l'être ou le sont. Les avocats, les médecins, ça faisait des mois on était en lutte dans ce pays. Hein. Voilà, le corps médical a quand même perdu énormément de soldats, faut pas l'oublier. Ça, dans leurs chiffres, ils ne les décortiquent pas, ils ne les énoncent pas. Mais vous avez beaucoup de personnels soignants qui en sont décédés, qui sont décédés au travail, à avoir donné leur vie pour sauver celle des autres. Donc, ils sont en colère avec le peu de moyens qui leur restaient, parce que grâce à toutes leurs décisions budgétaires, c'est ce qui a mis à mal quand même le milieu hospitalier. Pour ne pas, il faut pas négliger toutes leurs décisions passées qui ont mis à mal tout l'ensemble du corps médical pour avoir perdu autant de soldats. S'ils avaient eu le matériel, les moyens financiers et tous les hôpitaux fermés, il y a 30 hôpitaux quand même fermés en France, s'ils étaient restés ouverts, je pense que milliers de lits. Exactement, le milieu hospitalier aurait pu être, on va dire, efficace sans perdre autant de soldats. Justement, Nicolas a écrit une lettre ouverte justement à destination des soignants. Tu peux peut-être en parler peut-être? Moi, oui, j'avais écrit une lettre ouverte il y a déjà 3 semaines, un mois, je crois, parce que j'avais eu l'intuition que la solution, elle viendrait de l'appel des soignants. Comme on a cette peur légitime, mais qui est aussi entretenue par le gouvernement, que la seule façon de sortir en masse d'un seul coup dans la rue, c'était sur l'appel des soignants. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, l'appel de Bas les masques qu'on a diffusé au début. C'est que ils ont senti la même chose, en fait. Et c'est des soignants, en fait. On a fait une émission samedi dernier avec Aldo qui travaille en EHPAD, Ludo, un pote qui est en psy sur Paris, d'ailleurs, dans le 93, je crois. Il y a cette envie du côté des soignants. Moi, l'idée dans cet appel, c'était de dire dites-nous quand c'est bon, qu'on peut y aller, que médicalement c'est safe, parce que de toute façon leur discours de en haut on n'y croit plus. Que à vous à la base, dites-nous quand c'est bon, et on y va, on prend le relais. Et en fait, moi, j'imaginais même pas qu'ils auraient la force de participer, mais dans l'appel de Bas les masques, là, les mecs, ils ont tellement la rage, ils sont crevés mais ils iront quand même dans la rue dès qu'ils pourront. En fait, ils sont à fond, et ça, c'est d'un sens, c'est rassurant. Après, il faut qu'on arrive à se coordonner, à sortir tous en même temps, parce que si on se retrouve à quelques centaines de milliers, on va se prendre une répression dans les dents, mais comme on a même encore jamais vu. Ils vont y aller, mais à fond les ballons, en fait. Moi, excuse-moi. Vas-y. Moi, j'admire énormément le travail du personnel soignant. J'ai beaucoup d'amis dans le milieu hospitalier. Moi, ce qui m'étonne, c'est le peuple. Je vois pas pourquoi le peuple devrait encore attendre un appel d'un corps médical quelconque ou une date précise ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous assez en colère jusqu'à maintenant pour pouvoir sortir spontanément. Et je pars du principe que la masse appellera la masse. Dernièrement, on parlait de violence policière. Dernièrement, vous avez vu ce que les quartiers ont vécu. Voilà, une violence policière sans nom. C'est encore en cours, il y a déjà plus de 5 morts dans les quartiers, là. Voilà, pendant le confinement. Vas-y, Candy, ouais. Pardon, Candy, vas-y. J'allais dire, et c'est pas d'aujourd'hui en plus. Donc, Exactement. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. Et par contre, aujourd'hui, on constate que le confinement a profité à cette violence accrue policière.
Vous avez eu là dernièrement, pendant des semaines, des quartiers qui se sont légèrement embrasés, des petites émeutes de ci, de là. Ça aurait très bien pu terminer comme en 2005. Voilà. Il y a eu plus de 5 morts. Il y a eu plus de 5 morts dans les quartiers. Donc, ouais, c'est sûr. C'est là où. Alors, justement, pourquoi le peuple n'est pas dans la rue? Mais parce que, comme d'habitude, il y a un délai, si tu veux. Dans les quartiers, ça fait 20 ans qu'il y a un mort tous les 2 mois. Ça fait quelques années que c'est un mort par mois. Et là, en confinement, c'est un mort par semaine. Je veux dire, Voilà. mais il y a toujours Donc, du délai. C'est devenu une normalité. Non, c'est pas une normalité, c'est l'État qui utilise et qui exerce sa politique de répression, et encore même avant les quartiers, historiquement, c'est dans les colonies. Là, on a vu passer il y a quelques semaines dans les ordonnances ministérielles sur le budget de l'éducation nationale. Les mecs, ils vont pouvoir acheter des matraques pour armer le personnel de l'éducation nationale à Mayotte. Tu vois, et de la même façon, la répression, elle a toujours été entraînée dans les colonies, et ensuite on l'a ramenée dans les quartiers. Et ensuite, on s'est rendu compte avec les gilets jaunes que ça a mis des dizaines d'années à être ramené en plein dans les centres-villes et sur les gilets jaunes. Et donc maintenant, ce qui se passe dans les quartiers est transféré beaucoup plus vite. Du moment que nous, on va sortir massivement dans les rues, si on sort pas assez massivement, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se synchronise, c'est que ça va pas mettre 20 ans. Mais on vient la de politique louper. de répression des quartiers, elle se transfère. Ouais, vas-y. Mais là, on vient de louper une synchronisation. Les quartiers ont commencé à se lever chacun de leur côté. Une chose est sûre, moi je suis issue des quartiers de la banlieue. Les quartiers, ils ne laissent pas rentrer les étrangers chez eux, ça c'est sûr. Mais ils se sont levés de leur côté. Pourquoi le reste de la population ne s'est pas levé et allait prendre des grandes villes? Parce qu'ils ont peur. À ce moment précis. Parce qu'on a peur. Peur du virus, peur pour soi, peur. Tu vois, il y a cette peur-là qui bloque. Hein. Oui, mais on a un dénominateur commun, quartier ou pas quartier. On a tous goûté à la matraque. On est bien d'accord à cette violence policière. Oui. Ouais. Voilà, maintenant tout le monde, voilà, même ceux qui ne connaissaient pas ou qui se sont laissés berner pendant 30-40 ans d'un discours politique qui visait à rendre les gens de quartier comme des bêtes noires, qu'on décrivait. Oui, animalisés, des bêtes tout court en fait. Hein. Voilà, non, pour eux, on était, toute cette classe politique, on est le sujet principal des maux de la société. C'est les gens de quartier parce que c'est tous des dealers, parce que c'est tous des chômeurs, alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, on constate bien quoi? On constate bien que c'est majoritairement les gens de quartier qui ont continué à faire tourner la France pendant ce confinement. Qui sont ceux qui font le ménage? Qui sont ceux qui sont des caissières? Qui c'est qui conduit les bus, les trains, les RER? Qui c'est qui conduit les travailleurs au travail? La vérité, elle est là. C'est qui? C'est majoritairement des gens de quartier. Pendant qu'eux sont au travail, on vient matraquer leurs gamins. Il y a eu des morts, il y a eu des violences inadmissibles, des propos racistes inadmissibles. Ça a été vu, ça a été médiatisé. Ça a été partagé. Pourquoi le peuple n'est pas dans la rue? On a partagé la même violence. Pourquoi le peuple n'est pas dans la rue? Mais alors, parce qu'il y a quelque chose de contradictoire par rapport au discours que tu tenais au début, tu sais, sur le virus et la dangerosité du virus. C'est pour ça que moi, j'essaye toujours de relativiser. C'est-à-dire que si le virus est vraiment si dangereux, et ils en jouent médiatiquement. La peur, elle a été entretenue, amplifiée. Et ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, et c'est pour ça que l'appel des soignants me semble une interface intéressante. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. Dans le doute, on met pas nos enfants à l'école, on sort pas, tu vois. Et c'est ce doute-là sur lequel ils jouent en fait, le pouvoir. C'est pour ça que le virus, moi, j'y suis très attentif. J'essaye tu vois, pour l'instant, je vois que c'est en dessous d'une petite grippe mondiale. Moi, j'essaye de dire attention, eux, ils essayent d'amplifier la dangerosité parce que ça les arrange et je pense que c'est ça qui arrête beaucoup de gens. Donc là, il y a les maires qui commencent justement un peu se révolter contre le gouvernement qui veut faire en sorte que les gamins retournent à l'école à partir du 11 mai, sauf que la responsabilité pénale des maires et à prendre en compte, parce qu'ils vont pas réouvrir des écoles sans avoir la garantie que le virus ne se transmet pas de gamin à gamin, alors que le 13 ou le 12 mars, le président de la République avait dit que s'il fermait les écoles, c'est parce que justement les scientifiques avaient dit que les gamins sont ceux et celles qui transmettent les virus. Donc là, il y a les maires qui commencent à se révolter contre le gouvernement. Il y a les gens, quoi qu'il en soit, on a fait des sondages à 90%, ils ne veulent pas remettre leurs enfants à l'école le 11 mai, donc il va y avoir quelque chose qui va se passer après le 11 mai, c'est sûr. Oui. Parce que là, il y a les enseignants ne se sont pas encore exprimés.
Oh, j'en vois des qui gueulent sur les réseaux sociaux, moi. Mais Candy, peut-être, toi, qu'est-ce que t'en dis de tout ça sur les... Ben, moi, je dis que c'est des demi-mesures, c'est ridicule. Un coup, c'est dangereux, un coup, ça l'est pas. Aucun parent sur cette planète enverra son enfant prendre un risque quelconque ou ramener ce risque-là à la maison en sachant que on a tous un papy, une mamie, quelqu'un de sensible autour de nous. Est-ce que tu penses que ça a comme influence sur notre capacité à manifester? Tu penses que ça joue ou pas? Ça joue beaucoup, ouais. Parce que déjà, dans les Gilets jaunes, en tout cas sur Saint-Étienne, on a beaucoup de retraités. Ouais, donc, c'est des gens sensibles et c'est souvent aussi des gens qui ont peur du gouvernement aussi. Je voudrais réagir parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un message. Donc, je pense que là, vous allez pouvoir répondre. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul et qui dit « Encore les mêmes qui se plaignent, les pauvres banlieusards, toujours en train de pleurnicher. » Mais il joue à Yves Calvi ou quoi là? C'est qui ce Paul là? Après, voilà. Donc, c'est dommage parce que le but de droit citoyen, c'est de redonner la parole aux gens. Moi, j'ai envie de dire à Paul, en fait, qu'il arrête de regarder BFM et puis qu'il mette son nez dans les Facebook ou autres médias. Parce que dans les cités, il n'y a pas que du craquage. Hein. Ils font aussi de très belles choses. Il y a des gamins qui ont sauvé des vies. Il y a des gamins qui font des courses à des personnes âgées. Il y a des ça, on le voit pas assez à la télévision et notamment sur M6, qui fait beaucoup de directs avec des familles d'un certain niveau de vie sociale. Moi, personnellement, ça me choque. On voit pas justement de gens dans les quartiers, notamment en ce moment avec le Ramadan. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par des jeunes. Ouais, mais au-delà du Ramadan, enfin, je sais pas, vas-y, comment peut-être sur ce il y a pas que, ça se passe pas que dans le Ramadan. Depuis le confinement, le début du confinement, les quartiers sont sans se concerter, sans faire des réunions ou quoi que ce soit, les jeunes ont pris des décisions, ont aidé toutes les personnes qui avaient besoin d'aide. Ils font des distributions alimentaires et juste à Paul, en fait, Paul va faire un tour dans la cité et puis comme ça tu verras la vraie vie en fait. Alors justement, vous avez dit, il fait son Calvi, il faut rappeler ce que Monsieur Calvi avait dit par rapport à la fonction hospitalière qui était toujours en train de pleurnicher. Aujourd'hui, on en voit le résultat. Ouais. Mais sauf que ça insurge beaucoup plus de monde médiatiquement, la pleurnicherie pour les soignants. Ça serait un petit peu intéressant qu'on se rappelle que, comme tu l'as dit, Inda, enfin, je veux dire, c'est comment ils appellent ça, la première ligne, ceux qui sont au front avec leur guerre, leur vraie fausse guerre. Enfin, je veux dire, c'est dans les quartiers qu'on fait tourner la France quand même. Tu l'as bien rappelé. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, monsieur Paul, je ne sais quoi, là. Donc, non, on n'est pas des pleurnicheurs, on est des personnes vaillantes. Parce que pendant ce confinement où, justement, on est en temps de guerre, comme a dit votre cher président, ce sont quand même les soldats venant des quartiers qui tiennent à bout de bras la France, qui vous nourrissent, qui font en sorte que vous ne creviez pas dans votre crasse, parce que les éboueurs, quand ils ramassent vos poubelles une fois ou 2 fois par semaine pour éviter que vous ayez des rats qui rentrent chez vous, ce sont des gens qui sont payés au SMIC et généralement habitent dans des HLM. Vous savez, les gens de quartier, les femmes de ménage aussi, les personnels soignants généralement qui sont dans les hôpitaux, qui doivent aussi désinfecter chaque pièce pour que le prochain patient puisse venir soigner dans de bonnes conditions. Généralement, c'est aussi des personnes qui sont payées au SMIC, peut-être un peu moins, et qui viennent aussi des quartiers. Voilà, les caissières aussi, les personnes qui remplissent les étalages, qui déchargent les camions, qui viennent de Rungis et compagnie. Donc, petit épicier. La prochaine fois, le petit épicier, voilà, l'épicier du coin, voilà. Qui est ouvert 7 jours sur 7. Voilà, un soir où tu as besoin, je sais pas, de ta petite bière, tu tombes chez l'épicier du coin qui s'appelle Mohamed et il te l'offrira même gratuitement, tu sais, les gens de quartier. Donc, à un moment donné, je crois que ce genre de propos légèrement fascistes ne devrait plus exister dans un pays tel que le nôtre, où justement les quartiers comptent pour plus, voire presque plus d'un tiers de la population française. Donc, que vous vouliez ou non, on fait partie de ce peuple. Et plus tôt vous l'aurez intégré, et plus vite on deviendra un peuple. Ce qui est important de rappeler, de souligner, c'est que nous qui avons été dans les manifestations de Gilets jaunes, puisqu'on a fait pas mal d'interviews, c'est qu'il y a beaucoup de soignants, d'instituteurs, d'infirmiers. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, il y a des avocats, il y a de tout en fait. Donc résumer cela à des smicards et autres, non, le mouvement des Gilets jaunes, nous on l'a vu, on a été dans les manifs,
ce ne sont pas que des gens, c'est vraiment toute la société qui vient manifester leur colère. Les gilets jaunes, c'est les... Et je vais faire juste un petit coucou justement à un ami qui est de la banlieue parisienne, enfin qui est proche de Paris, qui est pharmacien, qui a son officine et qui va les samedis dans les rassemblements de gilets jaunes. Voilà. Et qui peine à payer ses pharmaciens, ses collègues de travail. Vas-y, Candy. Candy? De quoi? J'ai pas compris, ça a coupé. Oui, non, mais on faisait un petit coup. T'avais quelque chose à dire. Je vais juste vous dire on va avoir 3-5 minutes parce qu'après on va devoir quitter l'antenne. Batterie faible. D'accord. Eh ben allez, vas-y Candy sur les quartiers, sur je sais pas. J'étais en train de rebondir quand ça a coupé sur les gilets jaunes. En fait, les gilets jaunes, c'est le reflet de la France, hein. C'est de nous tous. Mais il n'y a pas des petits, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs. Voilà, c'est toute la France. C'est tout le peuple, c'est n'importe qui. Et ceux qui ont une bonne situation, tant mieux pour eux. Je suis contente. Il y a des choses qui s'attrapent plus vite que le Covid parfois et on peut tomber très bas dans la société. Et j'espère que ces gens-là, ils comprendront le jour où ils auront vraiment faim. Parce que là, le peuple, il en a marre, il est à genoux et il a faim. Il y en a marre. Il y a des gens qui ont faim, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais il y a des gens qui ont du mal à se nourrir pendant ce confinement. On en parlera la prochaine fois. Oui. C'est grave, ça. Hein. Voilà. Mais on en a parlé à travers la solidarité, en fait. Parce que c'est pour ça que ça s'organise. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui ont du mal à se nourrir, hein. C'est pour ça qu'on s'organise une solidarité. Les gilets jaunes, on dit qu'ils sont sur plein de combats, mais en fait, ils sont sur les maux de la société. Ils sont pas sur des combats, ils sont sur le malheur de notre société. Parce qu'on le vit au quotidien et on a marre de pleurer derrière nos murs et on sait que l'union fait la force. Et ça, quand tout le monde aura compris, beaucoup de choses vont changer. Inda, pour terminer? Je félicite complètement ce que vient de dire Pili parce qu'elle a très bien résumé l'image du combat, enfin l'image de ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes et de ce qu'il comporte. Effectivement, il est à l'image de l'ensemble de la société. Maintenant, on ne va pas polémiquer sur ce qui a été diffusé dans les médias. On sait très bien que les médias sont là pour manipuler l'opinion publique. Nous, les gens de quartier, on l'a vécu. Et on continue de le vivre. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que le peuple reste uni, devienne de plus en plus uni, sur une base véritablement fraternelle, à l'image des quartiers, de ce qui se passe en ce moment, parce qu'effectivement, eux, ils s'organisent à nourrir les gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Et ça prolifère même en province, et c'est magnifique, cet élan de générosité. C'est un exemple à suivre. Et si on suit cet exemple, on va enfin être unis. Et une fois que le peuple sera uni, on sera tous dehors pour les dégager. Et rendre le pouvoir au peuple. Nicolas, alors lui, Nicolas, il va se lâcher là. Ah non, mais moi je voudrais juste rappeler, peut-être pour continuer sur les quartiers, parce que ça me paraît important, il s'y passe de la solidarité, mais pas seulement. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, qu'ils soient gilets jaunes ou pas, je veux dire globalement en France, ce qui s'est passé en 2005 dans les quartiers, moi j'en avais entendu parler, mais parce que j'ai les oreilles dans certains milieux, mais de loin. Je veux dire, beaucoup des Français avaient pas entendu parler de ce qui s'était passé en 2005 dans les quartiers. Ça fait des dizaines d'années qu'on ignore ce qui s'y passe, la répression, la violence de la répression, et ils le savent. Et pour autant, le comité Adama, qui est un comité qui est lié à cette, ils ont été parmi les premiers à appeler à rejoindre les Gilets jaunes. Il faut le rappeler, ça. C'est-à-dire que malgré notre mépris, malgré notre indifférence collective, ils ont quand même senti l'utilité du combat collectif et ils étaient parmi les premiers, avant les artistes, avant tout ce que tu veux, avant les médecins, avant les avocats, avant, ils étaient là. Ils étaient là malgré des années et des années de mépris. Et je pense que c'est important de s'en rappeler. En tout cas, merci pour ceux qui nous ont suivis sur Facebook Live. Ce soir, vous étiez nombreux. On a eu beaucoup de messages. On les a lus avec le temps qu'on a, parce que forcément, on n'a pas de community manager, puisque c'est le confinement. On est en équipe réduite. En tout cas, merci Inda. Pour la deuxième fois, en tout cas, sur Droit Citoyen, merci à Pili et merci à Nicolas qu'on va retrouver certainement pour une autre émission Quartier Général spécial coronavirus. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct sur Droit Citoyen, le page Facebook droitcitoyen.info. Et on se retrouve à très bientôt en tout cas. Merci et très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci à toi Vincent. Merci, au revoir. Bye bye, merci. Bye bye. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, Castaner veut nous faire peur, mais on est là, on est là, on est là, même si
si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour nos gilets jaunes tombés, pour nos gilets jaunes blessés, et pour tous les condamnés, nous on est là. Vous cherchez un média de proximité, un média proche du citoyen, qu'il soit en plus neutre et indépendant. Alors dites oui à Droit Citoyen, car ce qui nous intéresse chez Droit Citoyen, c'est de vous redonner la parole. Droit Citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr. Je m'appelle Christelle, j'ai 53 ans.